Bonjour. Bonjour Danick. Merci d'être avec nous de nouveau. Et vous arrivez au bon moment puisque nous sommes à X semaines, quoi. Un mois et demi à peu près des prochaines régionales et les listes commencent à affluer. Oui, les candidatures. Même pas encore les listes. C'est un peu plus délicat. Ça va être très délicat. Ça va être très délicat. De ce qu'on entend, c'est le jeu, hein, on pourrait dire. C'est le jeu de la démocratie, mais c'est surtout le signe, vu le nombre de candidatures, de candidats déjà déclarés, liste ou les... On n'a pas encore déclassé le quota de la dernière fois. La dernière fois, nous avions 10. Pour l'instant, je veux dire rapidement ce qui est annoncé. ANG, Chalus, Borel, SIPA, Mathiazin, Sentinelle, Porlon et LGCA. Voilà. Pour Pio Bagassi, comme on ne sait pas encore. Tout à fait. On n'est pas dans des chiffres extraordinaires, on est quand même dans des chiffres constants, intéressants pour la démocratie. Alors là où ça devient intéressant, c'est que quand on arrive aux alentours de 10, on peut commencer à se dire qu'il va y avoir un second tour qui peut être intéressant, si second tour il y a, mais plus il y a de listes, et plus il y a de chances d'avoir effectivement un second tour, puisque le nombre de voix s'éparpille. Alors il faut d'autant plus qu'on est dans une période où ça va être difficile de voter. Ça va être une période où ça va être difficile de voter, où ça va être difficile d'avoir de la participation volontaire, et donc un chiffre d'abstention qu'on peut craindre quand même vu les conditions. Et puis surtout, ça va être une élection tellement inédite dans sa forme qu'on peut se demander réellement quel va être l'impact de cette situation par rapport au canon classique d'une élection en termes de campagne, en termes de propagande, en termes de mobilisation des militants, en termes d'investissement concret des leaders, des têtes de liste, parce que tout ça concourt au résultat final. Mais si vous avez des éléments qui sont en balance ou qui n'existent pas ou peu à cause de la situation, ça peut donner un certain nombre de surprises. Et c'est ce qu'il faut rappeler. Ces élections, de toute façon, peuvent révéler des surprises, mais en même temps, comme on est dans un cadre contraint, peuvent générer aussi un certain statu quo. Oui, parce qu'en général, on dit la primo sortant. La primo sortant, mais surtout dans les cadres contraints, généralement, on garde les élus parce que c'est l'histoire qui le montre, parce que généralement, les situations de crise, on donne une espèce de quitus de mandat pour ceux qui sont plus ou moins aux manettes pour qu'ils continuent. Et ça, c'est un élément psychologique qui va être intéressant de vérifier si ça se vérifie, là, justement. On se souvient, après 2009, Lurel avait rempilé. Alors, Lurel avait rempli, justement, c'était, on peut le dire dans un certain sens, en rapport direct avec ce que je viens de dire, mais aussi, il y avait un facteur important en 2009, c'est que vous avez eu ce qu'on ignore très souvent, une majorité silencieuse qui ne s'était pas exprimée. Et on peut dire qu'il y a eu une récupération politique intéressante, comme d'habitude d'ailleurs, si j'ose dire, du candidat lui-même. Alors, on va faire dans un premier temps un petit focus sur deux candidatures, la candidature Borel, la candidature Chalus, normal, Chalus sortant, Borel, c'est pas une surprise de savoir qu'elle se présente au régional alors qu'elle pouvait simplement se contenter de ces départementales. Ça n'est pas une candidature facile. Ça n'est pas une candidature tout à fait normale. Et ça n'est pas une candidature non plus qui laisse indifférent. En tout cas, on le voit sur les réseaux sociaux. Pourquoi? D'abord parce que Mme Borel-Incertain a déjà occupé, sans avoir été forcément élue en tant que telle, mais a déjà occupé le siège de présidente de la région, de la collectivité régionale. Elle a donc déjà été aux affaires, elle a une certaine expérience. Elle a ensuite été la présidente du conseil départemental que l'on connaît, quelqu'un qui, d'une façon assez générale, fait l'unanimité, comme en son temps Jacques Gillot, avec une politique d'ouverture et une politique de travail. Et consensuelle. Consensuelle, c'était le mot à l'époque de Jacques Gillot, et qui représentait une certaine tradition quand même de travail au conseil départemental. Il y a donc un parcours et un cursus honorable qui est largement atteint. Avant qu'elle se présente, il y a eu un appel à candidature. Il y a eu quand même 8 candidats. Il y a eu ensuite
quelques quiproquos, quelques malentendus, puisque celui qui est arrivé en tête au sein du PS, voilà, parce que c'est une liste PS, eh bien, au sein de cette liste, il y a eu, si vous voulez, celui qui est arrivé en tête, Jocelyn Sapoti, qui était déjà président de l'association des maires, qui a décidé de vouloir se consacrer à ses mandats actuels. Bon, donc, quelque part, une chose est sûre, c'est qu'il n'y avait pas eu de préparation suffisante, en tout cas, de leadership ou d'une relève. Il y a eu aussi des tractations. Je ne pourrais pas, peut-être autant que vous, mon cher Danick, préciser quelles sont celles qui étaient vraies, quelles sont celles qui étaient fausses, mais en tout cas, il y a eu d'autres personnalités qui ont été pressenties. Je peux le dire, Madame Jasmin était prévue. Oui, mais apparemment, peut-être d'autres personnes de la société civile, de ce qu'on a entendu, mais ne sachant pas si ce sont des faits. Alors, après, vous avez eu effectivement une volonté connue de celui qui reste un peu le grand manœuvrier du parti, de la Fédération guadeloupéenne du Parti Victorin Lurel, ancien président de région et sénateur actuel, et une volonté très ferme de dire, mais voilà une équipe qui au conseil départemental a réussi, on veut maintenant qu'elle réussisse à la région. Et c'est donc le credo qui a été choisi. Maintenant, il y a effectivement une réflexion sur, non pas la capacité de Mme Borel être présidente, compte tenu de sa longue expérience, de son âge également, puisque c'est un élément du débat, mais il y a effectivement une question qui se pose par rapport au cumul de divers mandats. Bon, je rappelle que d'un point de vue démocratique, n'importe quel citoyen a toujours le droit, effectivement, pour peu que la loi le lui permette, de se présenter. Oui. Maintenant, c'est à l'électeur de réfléchir vraiment au sens qu'il veut donner aux élections démocratiques dans ce pays-là, au-delà du cadre de la loi. Et c'est vrai qu'on peut être soit dans l'alternance, soit dans l'alternative, soit aussi dans le renouvellement. Alors, parlons un peu de la candidature Chavus, qui est logique et normale, mais pas surprenante. Alors, qui n'est pas surprenante, je dois dire que, quand même, vu le contexte, pour tous les candidats, la question se posait quand même de savoir si ils auraient le courage d'y aller. C'est pour ça que je vous dis que 9 candidatures, c'est déjà pas mal. Parce que le contexte, surtout celui qui nous attend, va être tellement contraint et tellement difficile qu'aujourd'hui, vouloir être président de région demande une certaine dose, il faut le reconnaître, de courage et d'abnégation. Maintenant, il y a naturellement, pour quelqu'un qui a été président, qui a un mandat de 5 ans, une volonté de vouloir avoir avant toute chose une confirmation qu'il a été bon. Et c'est ce qui fait que généralement les renouvellements de candidature comme ça, enfin pas les renouvellements, les demandes de renouvellement de mandat sont généralement pour des présidents d'exécutifs, surtout une confirmation qu'il a été sur la bonne voie, une confirmation pour l'histoire. Alors il peut y avoir aussi une volonté de continuer le travail commencé. Et à ce niveau, on doit dire que quand on regarde politiquement les choses, on peut comprendre que ce président de région qui pendant 2 ans a été dans une certaine forme de renversement de l'ordre qui était établi à l'époque de Lurel, peut dire qu'il n'a pas eu encore assez de temps pour appliquer sa politique. Maintenant, changer d'avenir, on l'a toujours dit, hein, reste à savoir dans combien de temps on change d'avenir ou pas, et ça c'est une question qui visiblement va encore se poser pour cette élection. Alors, l'autre candidat non pas qui pose problème, mais enfin qui soulève quand même des réflexions, c'est celle de Mathiasin. Parce qu'en fait, comme vous le savez, Lurel n'a pas voulu de Mathiasin, on peut le dire officiellement, c'est vrai, il l'a reconnu. Et Mathiasin, qui était un ancien secrétaire général, secrétaire confédéral du PS, aurait pu faire le lien, ça n'a pas été fait. Tout à fait. Et avec Max Mathiasin, on a un exemple vraiment de ce que certains de mes collègues experts, politologues, notamment Itna Bajot, appellent le rationalisme électoral guadeloupéen. Il s'applique aussi bien à l'électeur qu'au candidat, parce qu'en réalité, la carte d'identité politique actuelle de Max Mathiasin, certes, il y a le passé, donc milieu nationaliste, socialiste ensuite, mais actuellement, il y a surtout la participation à la majorité parlementaire du gouvernement Macron. Oui, tout à fait. Ouais. Cela n'a pas empêché que justement il puisse être pressenti pour conduire la liste socialiste. Oui, oui. Cela n'a pas empêché qu'il soit à la tête d'une agrégation de mouvements dont le Paré et le PPDG. Et le PPDG, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier, tout à fait, mais qui sont quand même des mouvements relativement régionalistes, c'est-à-dire qui défendent une politique locale affirmée et plutôt autonomiste, écologiste, réformiste,
Donc on n'est plus là dans le centrisme français que représente le MODEM. Et je dois dire, alors qu'on peut très bien jongler avec des convictions au niveau local et des convictions au niveau national, mais tout de même, il y a une certaine clarté à mettre en place. Et c'est vrai qu'on peut comprendre qu'au niveau notamment de Victorin Lurel, il y a eu, au-delà des aspects de rivalité personnelle, il y a eu un désaccord. Mais cette candidature est aussi très éclairante pour les autres, parce que quand on regarde en fait les deux candidatures que nous avons évoquées tout à l'heure, celle de l'ancien président de région et celle de Josette Borel-Dessertins, on a tout de suite, et ça apparaît dans les réseaux sociaux et les médias, on a tout de suite une volonté d'affirmer un ancrage guadeloupéen très fort, jusqu'à aller dire, comme Harry Chalus en médias, qu'il est autonomiste, c'est-à-dire pour plus de responsabilités, il a précisé. Et Mme Borel-Dessertins, dans sa déclaration de candidature, est pour un article qui fasse une évolution visiblement statutaire. Donc, on est dans deux cheminements qui s'écartent aussi d'une certaine orthodoxie politique jusqu'à présent. Et Max Mathiasen risque de ne pas en faire l'économie, mais la question se pose avec acuité pour lui, parce que c'est quelqu'un qui, jusqu'ici, et ces derniers temps en tout cas, a affirmé vraiment une certaine forme de frilosité vis-à-vis du débat statutaire. D'ailleurs, la semaine dernière, vous avez dû voir sur le journal, Éric Jalton montre les muscles. Alors, semble-t-il, Éric Jalton aurait, par paré interposé, donné une sorte d'accord pour la candidature de Mathiasen. Est-ce que ça risque de peser dans le débat? Ça va peser dans le débat, parce que ce sont trois candidatures qui sont vraiment lourdes dans la balance, en termes de militants, en termes d'organisation politique, en termes de projection dans le pays et dans le territoire, quand bien même nous sommes à une époque où on sait qu'on n'aura pas de campagne à l'ancienne, mais ça pèse quand même, puisqu'il faut être capable de passer des coups de fil, d'avoir des relais, etc. Bon. Donc ce sont trois grosses candidatures, on ne va pas se voiler la face. Par contre, le jeu est-il de déstabiliser par une pluralité de candidatures et une projection vers des alliances de second tour une candidature Chalus qui est quand même annoncée comme assez forte, assez dominante compte tenu de la popularité de l'homme, ou alors le jeu est-il plutôt de vouloir préparer une alliance en sous-main avec l'éventuel actuel candidat de région? Il est assez difficile de le dire, parce que moi, ce que j'observe depuis un certain nombre d'années, c'est qu'à part la grosse rivalité Harry Chalus et Lurel, comme naguère Lurel, Michaud-Chevry, il y a quand même, avec nos hommes et nos femmes politiques, une certaine tendance à faire des alliances, quelquefois qu'on considère contre nature, mais qui apparaissent très naturelles pour ceux qui les font. Et je donne un exemple, la municipalité de Basse-Terre, jusqu'au jour d'aujourd'hui, est dirigée par deux personnes qui étaient dans des camps diamétralement opposés, Sonia Petro des Républicains et André Attala, tandis qu'à Sainte-Rose, tout à fait, Brigitte Rode, tandis que vous avez à Sainte-Rose une division latente qui ne date pas d'hier en fait, entre la maire et ses adjoints. Et la majorité est en train de s'effriter. Alors, je ne vais pas dire que ce sont des candidatures marginales, mais enfin il faut quand même en parler. Celle de l'ANG qui apparaît comme un groupe autonomiste, indépendantiste, enfin qui navigue entre les deux, et celle du CIPA qui est celle de Alain Plaisir. Il est venu ici s'expliquer, il a toujours eu sa même ligne et il est resté. Et d'ailleurs l'ANG annonce un convoi avec le PC, avec Boussillon, avec Malo, avec Alliance pour Guadeloupe de Bicep. Je ne sais pas si ça va être gérable réellement après les élections. Je ne parle même pas avant, mais après, je ne sais pas si ça va être gérable. Enfin, alors, c'est l'ANG qu'on pensait aller en candidature normale, sans personne, qui a fait un convoi, et donc le CIPA qui lui est resté sur Douane-en-Cibonne. Oui, tout à fait. Et ces candidatures sont d'autant moins marginales en réalité qu'elles sont tout à fait dans l'air du temps. Qu'elles s'inscrivent vraiment dans un développement fort d'idées et de pensées, de pensées visant effectivement à concrétiser la défiance des électeurs vis-à-vis de la classe politique actuelle, qui est, il faut le dire, une classe politique
quasiment professionnelle, puisque, bon, à permettre l'introduction de la société civile dans le milieu de la gestion publique directe des affaires dans les collectivités territoriales, et puis à permettre aussi une forme d'émancipation de la Guadeloupe, du peuple guadeloupéen et du pays Guadeloupe, à travers des thématiques qui, si elles sont un peu dans les projets de la plupart des candidats, n'ont jamais reçu véritablement un satisfait en termes de priorité. Il y a l'autonomie alimentaire, qu'on appelle aussi autosuffisance alimentaire, souveraineté alimentaire. Alors ce sont des choses un petit peu différentes, mais globalement, ça recoupe la même chose. Moins de consommation, d'importation et plus de consommation locale. Il y a également la volonté de mettre la culture comme un élément phare du développement territorial. Il y a la volonté de faire évoluer les choses statutairement, soit vers l'autonomie, qui est un procédé permettant d'avoir plus de responsabilité et de représentation internationale de la Guadeloupe directement, qui est le titre de mes ouvrages, effectivement. Et puis, il y a donc ceux qui sont plus nationalistes ou indépendantistes, qui, eux, veulent une évolution totale vers la souveraineté pleine et entière du peuple guadeloupéen. Cela dit, l'ANG ne l'affirme pas dans cette campagne. Alors, l'ANG a un slogan précis qui est celui de construire la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'ils se sont affichés... la nation Guadeloupe. Voilà, construire la nation Guadeloupe, vous avez raison de le préciser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont considéré que la nation n'est pas encore effective dans l'esprit et les consciences et qu'il faut aller vers ça, mais qu'il faut aussi donner les moyens de croire en cette nation Guadeloupe. Et donc, leur perspective est celle-là. La question se posait il y a quelque temps de savoir s'ils participeraient aux élections ou pas. Ronald Selbonne, qui vient de préciser sur les ondes de vos confrères qu'ils sont qu'il sera tête de liste du convoi, pas de l'ANG seulement. D'accord, du convoi. Montre qu'il a tout de suite dit qu'il ne faut pas compter sur lui pour jouer le rôle de président classique, mais d'être quelqu'un qui va d'abord travailler pour la construction et la concrétisation des idées nationalistes qu'ils ont. Et pour en revenir à l'idée de convoi, c'est quelque chose qui a déjà existé, c'est quelque chose qui s'est déjà fait sous de multiples formes. Tout à fait, notamment. C'était ça. Absolument. L'unité dans ce genre de mouvement réside moins dans les convictions que partagent ces acteurs et ces hommes et femmes politiques que dans la volonté de s'établir dans une alternative politique. Et c'est là où ça va être intéressant, puisqu'il y a véritablement, et là on peut parler aussi de la liste de Sentinelle Guadeloupe, il y a véritablement une volonté de se saisir de cette émergence du rejet du cadre classique politique, parce qu'il est, il faut le dire depuis un certain temps, quand même en échec en Guadeloupe par rapport à nos problématiques. Bien, nous aurons probablement l'occasion d'y revenir, parce que vous serez peut-être, si vous l'acceptez, je pense que vous l'accepterez, à revenir sur ces questions au fur et à mesure que les listes vont... Parce que il y a un souci aujourd'hui, c'est que chaque groupe doit rassembler 42 personnes. Oui. Alors, il faut trouver où. Alors, mon cher Danick, il faut vraiment être très clair là-dessus. C'est vrai que c'est quand les listes sont déposées que les listes sont valides, au-delà de l'annonce des candidatures. Donc le chiffre global, le chiffre réel, on ne l'aura pas tout de suite. Mais j'ajoute qu'il y a une obligation de parité. Et cette obligation de parité pèse lourdement sur la constitution des listes, en plus des nécessités d'avoir des équilibres politiques. Parce que ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, c'est que quand des listes sont constituées, elles sont toujours constituées dans l'optique du coup d'après. Et le coup d'après, c'est souvent le deuxième tour. Et en plus, il faut rajouter les départementales. Le choix des candidats aux départementales détermine pour beaucoup, notamment pour la liste d'Ali Chalus, quels sont ceux qui seront sur la liste pour les régionales. Et volontairement, on n'a pas parlé de ce fameux communiqué de presse du GURS, il y a quelques semaines, disant qu'il n'y avait aucune négociation avec Chalus. Mais Chalus a rassuré, il a dit, pour l'instant, tout le monde est derrière lui. Bien, on y voit difficilement comment ils auraient le choix. Ceci dit, bon, il y a de tout. Hein. On y reviendra, parce qu'il faudra qu'on parle, quand les listes seront déposées, il faudra qu'on fasse une émission pour voir la proposition. Alors, deux petits mots quand même sur la gestion sanitaire, qu'elle est, bon,
tout le monde l'a déjà dit, elle est un peu chaotique, aussi bien ici qu'en France. Et il y a un vaccinodrome qui a été mis en place. À partir de demain, nous sommes de nouveau légèrement confinés, mais confinés tout de même. Comment vous voyez un petit peu cette année de gestion sanitaire? Moi, je crois que cette crise sanitaire met vraiment à rude épreuve les fondements même de la constitution des institutions françaises et de leur application aussi, bien évidemment, dans nos territoires, dans les territoires ultramarins ou dans nos pays. Il y a pays des Antilles françaises. Il y a vraiment un État qui se fonde historiquement sur un processus de centralisation et de verticalité. Ouais. Or, cette crise ne cesse de démontrer que nous avons besoin d'horizontalité. Absolument. C'est-à-dire, non pas d'une décision qui part du haut et qui s'impose avec toutes les lenteurs auxquelles on peut s'attendre. Et bien sûr, des lacunes et des erreurs, oui. Et des approximations surtout. L'horizontalité, c'est le fait qu'il y ait plus de participation des acteurs et des forces vives pour pouvoir s'adapter et faire preuve de résilience. Mais pour ça, il faut de la souplesse et il faut une capacité à comprendre que dans certains territoires, et pas seulement Antilles ou France, mais même en France hexagonale, oui. Il y a des spécificités qui permettent d'aller plus vite, de fonctionner plus rapidement. Si on regarde bien, toutes les restrictions auxquelles nous assistons et cette mesure de semi-confinement n'est pas forcément de l'œil de beaucoup d'observateurs la meilleure des décisions, parce que quelque part, bon, c'est faire un petit peu les choses à moitié et on se demande si on n'aura pas plusieurs confinements de ce type. Voilà, c'est la question que je pose. Il y a une urgence qui est celle de l'hôpital public. Oui. Et en réalité, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de place et suffisamment d'infrastructures ou de plateformes d'accueil, de réanimation, de lits et surtout de personnel soignant disponible. Or, tout cela est public, de l'ordre du public, et fait partie donc de la politique de l'État et de santé publique. Et bien, ce que l'on observe, c'est que l'État est dans une incapacité totale à faire preuve, il faut le dire, il y a une défaillance. Voilà, de dépassement, de flexibilité, et ne fait que gérer la pénurie. Ouais. Et malheureusement, eh bien, on se retrouve dans cette situation. Alors, il y a aussi, il faut le reconnaître également, une acceptation, qu'on le veuille ou non, difficile chez nous, des moyens qui sont mis à la disposition pour atteindre l'immunité collective. Je parle de la vaccination. Mais c'est vrai que ça reste un choix éminemment personnel. Et dans le cadre où on voit qu'on a des mesures de semi-confinement, on peut se demander si ce n'est pas l'objectif n'est pas de pousser plus à la vaccination, parce que dans le même temps... C'est ça l'objectif. Voilà. C'est ça. Et quand on voit l'affluence hier à Paul Caraïbo Vaccinodrome... Le vaccinodrome s'ouvre au moment où on annonce le semi-confinement, le confinement light. Donc, avec un gros succès. Oui, donc ça prouve bien qu'il y a une volonté d'aller vers cette direction, en sachant tout de même que même les vaccins actuels ne répondent pas aux besoins des mutations du variant. Parce que les vaccins actuels qu'on a, ils répondaient au premier... à la première version. Première version, les versions 2 et 3, ou 3, il y en a quoi 3 maintenant? 3, il y a Indien, Brésilien, Sud-Africain, et anglais. Alors oui, ça fait 4. Ça fait 4. Et donc, le vaccin actuel ne répond pas à ces 4 vaccins. Alors, ne répond pas entièrement. Il faut être précis, c'est-à-dire qu'il permet quand même d'être plus solide face à celui-là, mais il n'est pas, ne permet pas une... Voilà. Alors, l'autre chose qu'il faut dire, c'est que ça décrédibilise, ce que vous venez de dire, effectivement, ça décrédibilise quelque part la confiance dans laquelle qu'on pouvait avoir vis-à-vis des pouvoirs et des politiques publiques, parce que c'est vrai que, comme on dit chez nous en créole, c'est choqué. Ouais, c'est comme si on avait à chaque fois de la réaction, et on a besoin à l'heure actuelle, pour ne pas être dans le burn-out vis-à-vis le burn-out sanitaire, eh bien on a besoin d'avoir des choses plus sûres après un an. Sans compter toutes les mesures, toutes les conséquences commerciales, entrepreneuriales, économiques pour les Guadeloupéens. Alors, 2 petits mots sur les sargasses qui sont de retour et qui tombent plutôt mal, mais enfin c'était prévu et prévisible. Alors moi je fais un parallèle tout de suite, parce que nous avons véritablement là aussi
une démonstration malheureusement épique de l'incapacité des pouvoirs publics, que ce soit l'État et les collectivités territoriales à s'entendre, mais également à appliquer un cadre légal qui pourtant est très clair. Tout ce qui est en mer, c'est l'État, et tout ce qui arrive sur la plage, c'est les collectivités territoriales. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a très peu de machines, d'outils et de ressources humaines disponibles. Alors je sais bien qu'il y a les grèves en ce moment, la grève, mais je veux dire, les sargasses, la réaction n'est pas... Un an après, et après un colloque de portée internationale, en Guadeloupe, qui est une île, eh bien, le problème n'est toujours pas réglé. Et il ne sera pas résolu ces jours-ci. Deux petits mots quand même avant de terminer sur le procès Floyd et la condamnation du policier. Et on sent bien qu'avec le nouveau gouvernement américain, Biden, qu'il y a une remise, peut-être une timide remise en cause du rôle de la police aux États-Unis. Mais je profite pour dire que, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a eu un envoyé spécial à la télévision, on n'avait pas vu, sur la police française et le racisme. C'est pas mieux en France qu'aux États-Unis. C'est vraiment pas mieux en France qu'aux États-Unis. Non, alors sauf qu'il y a peut-être moins de victimes. Il y a moins de victimes, mais il y a quand même un état d'esprit qu'il faut bien évidemment combattre, parce que on a besoin dans une société d'avoir au moins confiance dans les forces de l'ordre, et de ne plus être au XXIe siècle cantonné à des questions d'identité, de race. Alors, maintenant, ce qui est sûr, c'est que on posait la question, est-ce que c'est un tournant historique? Je répondais, c'est historique, mais pas un tournant. C'est un symbole historique. Pourquoi? Parce que la route est encore très longue. Et quand on voit la flambée du radicalisme, du racisme, mais aussi de l'antiracisme, quand on voit la haine vraiment qui se propage dans la plupart des pays occidentaux, et les crispations sur les questions identitaires qui trouvent un écho en termes de populisme électoral, en termes d'élections, on peut se croire carrément dans les années 30. Donc il y a là vraiment un déclin. Et cette condamnation a quand même été effective, concrète. Pourquoi? Réalisée grâce, il a fallu la mobilisation de milliers d'artistes américains, d'une dizaine de films antiracistes, de plusieurs livres écrits, de documentaires, de manifestations dans les rues, de manifestations mondiales, tout ça pour la condamnation d'un policier dont il y avait des preuves flagrantes. C'est quand même inquiétant. Et vous avez bien vu que pendant le procès même, il y a eu encore l'assassinat, la mort d'un jeune noir à Minneapolis dans des conditions qui restent à élucider. La policière dit qu'elle s'est trompée entre le teaser. Bon, tout à fait. Alors il faut savoir que les États ont toujours des lois, certains États ont des lois assez ségrégationnistes aux États-Unis, et que c'est cela qu'il faut changer. C'est le travail de Biden et de Kamala Harris. Et il faut aussi globalement pour l'ensemble des États-Unis avoir une justice qui fonctionne à la hauteur des principes qui sont prévus par les déclarations d'indépendance et par la Constitution américaine, qui quand même, depuis au moins Abraham Lincoln, sont des textes avec des amendements qui prévoient l'égalité des Américains. Voilà. Et donc voilà, mais c'est aussi une leçon pour nos enfants, pour les jeunes, parce que il faut comprendre que la démocratie, la justice, ce sont des principes pour lesquels il faut continuer, hélas, à se battre, mais pour lesquels il ne faut jamais perdre foi dans l'engagement envers ces principes. Alors, pour revenir à la Guadeloupe, je reçois en ce moment même un communiqué de presse du sénateur Dominique Théophile concernant, adressé au ministre de l'Intérieur, sur le renforcement des effectifs de police dans plusieurs communes de la Guadeloupe. Voilà, des choses... oui, parce que la nuit, certaines communes flambent. Flambent depuis quelques jours, et ça aussi, c'est une vraie problématique. Alors, dans les jours qui viennent, on verra un peu comment les choses vont se mettre en place, mais on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais je pense que, pour revenir à la question politique, la question qui va se poser, c'est la question du second tour. Oui. Et ça fera l'objet d'un focus, parce que là, quand on aura les listes, il faudra voir un peu comment on va discuter de tout ça. En tout cas... Absolument, les choses vont bouger. Hein, ça, les choses vont bouger. En tout cas, Didier, je vous remercie d'être venu.